Bonjour François Braun. Bonjour. Emmanuel Macron a donc présenté hier ses vœux au monde de la santé, les premiers depuis 2017 spécifiquement. Discours avec plusieurs annonces, on va y revenir en détail. Le président lui-même parle d'un sentiment de crise sans fin. Est-ce que ça veut dire que c'est un constat d'échec des plans précédents, y compris les siens 2018 et Ségur de la santé ? Oui, si vous permettez, je voudrais revenir effectivement sur ce contexte particulier, puisqu'on entend beaucoup dire que le président, c'est la première fois qu'il prononce ses vœux aux soignants, mais la situation le rendait totalement nécessaire. Et il a eu d'ailleurs un discours courageux sur un diagnostic qui était déjà fait en 2018, qui ne s'est pas arrangé, c'est le moins qu'on puisse dire, et aussi sur le fait que peut-être les mesures prises à l'époque, même si nous avons eu une crise sanitaire au milieu, les mesures prises à l'époque étaient insuffisantes ou n'allaient pas particulièrement dans le bon sens. Et ce qu'il a fait devant les soignants, c'était de donner un cap. C'est une correction de ce qui avait été fait par le passé, c'est constater qu'il y avait des manques. Oui, c'est une précision, c'est aller plus loin, c'est définir maintenant, non pas forcément les moyens dans le détail, mais en tout cas le cap vers lequel doit aller notre système de santé. Les moyens dans le détail, c'est ce qui manque, nous disent ce matin encore les soignants, les pédiatres par exemple du collectif de pédiatrie. C'est accueilli avec un certain scepticisme, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, comme les mesures étaient accueillies avec un certain scepticisme quand je les ai prises cet été ou quand j'ai fait la prolongation. Pourtant, elles sont là. Je crois que le cap est clair maintenant sur notre système de santé. C'est cette refondation, cette restructuration de notre système de santé. Le cap est donné. Il m'appartient maintenant de tenir la barre et d'aller vers ce cap. Quelle perspective ? C'est le mois de juin ? Des perspectives extrêmement rapides en fonction des différentes annonces et des différents points. Sur l'aménagement du travail à l'hôpital, c'est tout de suite, c'est dès le mois de juin. C'est la continuité un petit peu de ce que nous avons fait dans ces rencontres avec les Français sur le terrain, la méthode du Conseil national de la refondation, récupérer un certain nombre d'outils et puis maintenant aller sur le terrain, redonner les outils et transformer notre système. Si je comprends bien, François Braun, il y a deux temps. Il y a la fin de l'année pour les moyens avec le budget de la sécurité sociale, on l'évoquera dans quelques instants. Il y a ce rendez-vous de juin. Donc juin, si je résume, c'est on dégage du temps pour les soignants. On réorganise l'hôpital. Ça veut dire moins de temps passé pour eux sur l'administratif, ces soignants, plus de temps sur des soins peut-être un peu plus chronophages pour les délester des tâches les plus basiques, si j'ose dire. Réorganiser, c'est une façon de gérer la pénurie, c'est une façon de dire on n'a pas de bras à mettre en plus, on va dégager du temps. Oui, là aussi, le discours a été très clair. Nous n'allons pas récupérer 10 000 médecins, 100 000 infirmières du jour au lendemain. Et le président a été très clair là-dessus. C'est un langage de vérité qu'il faut donner aux Français. Nous devons réformer notre système avec les moyens que nous avons aujourd'hui. Un soignant, ça ne se trouve pas en claquant des doigts. Non, un soignant, ça nécessite 3 ans, 5 ans de formation, un médecin 10 ans. Je crois qu'il faut l'entendre. Par contre, ce que vous dites est extrêmement juste. Il faut redonner du temps aux soignants, mais pas que à l'hôpital. Également en ville, par les assistants médicaux, également en ville, en mettant en place cette responsabilité collective, territoriale, sur des enjeux forts. 6 000 assistants médicaux à trouver d'ici la fin de l'année prochaine, des renforts de paramédicaux annoncés dans les hôpitaux. Est-ce que là, vous êtes sûr qu'il y aura des candidats ? Là aussi, c'est difficile. On ne trouve pas un médecin d'un claquement de doigts, on ne trouve pas une infirmière d'un claquement de doigts, un assistant médical, un paramédical, si. Les métiers de la santé sont des métiers qui font envie pour les jeunes, on le voit bien. Par contre, le problème majeur pour moi, ce sont ces jeunes qui arrêtent les études de santé. 20%, 30% en fonction des endroits, ou lorsqu'ils ont fini, ne vont pas s'installer, considèrent que finalement, ce n'est pas le boulot dont ils rêvaient. Eh bien, c'est ça aussi réenchanter. Il faut mieux les sélectionner aussi. Il faut surtout mieux les former. D'abord, il faut adapter la formation de nos soignants aux réalités d'aujourd'hui. Il faut aussi revaloriser le tarif des heures de nuit, c'est ce que disent les infirmiers par exemple. Vous avez déjà, le gouvernement, augmenté l'heure de nuit, elle est majorée de 2,40 € maintenant l'heure de nuit au lieu d'1,20 € avant. Il faudrait encore doubler. Est-ce que vous êtes prêt à faire ce pas ? Il faut en tout cas reconnaître la pénibilité de ce travail de nuit pour l'ensemble des soignants. Donc pour l'instant, le président l'a dit hier, nous prolongeons les mesures que j'avais prises pour l'été, qui étaient prolongées jusqu'à fin mars, mais
c'est dans l'attente de ces discussions que je vais démarrer avec les organisations syndicales, les organisations représentatives. Et vous pouvez prendre la décision dès maintenant de dire, bon, ok, on passe de 2 € à 4 € de plus par heure de nuit. On peut prendre toutes les décisions pour multiplier. Pourquoi attendre? Parce que la concertation est quelque chose d'important. Elle est quelque chose d'important dans tous les domaines, mais particulièrement dans le domaine de la santé, où il y a ce besoin de redonner du sens. Redonner du sens, c'est pas que par le financier. Redonner du sens, c'est aussi redonner du sens dans son métier. C'est faire descendre l'administration dans les étages, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, ces personnels de santé qui sont dans les administrations, les mettre au plus près des services et des soignants, là aussi pour libérer du temps soignant. Il faudra aussi décloisonner les heures de travail, ce qu'a dit Emmanuel Macron, sortir des 35 heures. Tout le système repose selon lui sur les heures supplémentaires. C'est pas tabou donc c'est pas quelque chose qui risque de mettre les feux aux poudres dans le contexte actuel? Non, il n'a jamais été question de dire qu'on supprime les 35 heures. Ce que dit c'est pas l'annonce d'hier. L'annonce d'hier, c'est pas on supprime les 35 heures à l'hôpital. Bien sûr que non. Ce qu'a dit le président de la République, c'est qu'on rend de la souplesse à ce mode de fonctionnement, comme partout ça veut dire dans toutes les entreprises. Écoutez, d'un point de vue très pratique, oui. Une infirmière qui fait du temps, ce qu'on appelle du temps additionnel. Finalement, des heures supplémentaires, oui. Qu'on appelle temps additionnel à l'hôpital. Vous voyez, il y a déjà une petite différence. On va lui dire, écoutez, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le récupérer, puis on va le mettre dans un compte de côté, vous le récupérez quand vous aurez le temps. Elle n'a jamais le temps. Et in fine, on propose de lui payer, mais on propose de lui payer sur un mode qui n'est pas celui des heures supplémentaires, défiscalisées. Donc, revenons dans des choses simples, appliquons à l'hôpital les mêmes règles qu'ailleurs sur ces 35 heures. Donc elles deviendraient des heures supplémentaires défiscalisées. Donnons la possibilité. Et ça, c'est d'ici juin ? Ça va être très vite, oui, parce que c'est simplement décorseter un petit peu ce carcan bureaucratique de l'hôpital. François Braun, ministre de la Santé, vous restez avec nous. C'est l'heure du Fil Info à 8h40, c'est avec Marie Maheu. Une bonne nouvelle et un soulagement pour quelques 600 000 petites entreprises, celles qui n'étaient pas encore protégées de la flambée des prix de l'énergie. Elles ne payeront pas plus de 280 € le mégawattheure en 2023 après des pics à plus de 1 000 €. Accord entre la direction et les syndicats à la RATP, la régie parisienne des transports. Ces 18 000 conducteurs de bus et de tram vont travailler une centaine d'heures de plus chaque année contre près de 400 € bruts. Accord pour faire face notamment aux difficultés de recrutement. Les combats se poursuivent dans l'est de l'Ukraine malgré l'annonce par Moscou d'un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe. Mais une nouvelle aide américaine vient remonter le moral de Kiev. 3 milliards de dollars dont des blindés et des missiles de précision. En rugby, 15e journée de top 14, la dernière avant une pause de 2 semaines pour cause de Coupe d'Europe. Le Stade français, 2e, reçoit Castres à 17h. Le Stade toulousain, leader du championnat, affronte La Rochelle. Coup d'envoi 21h. France Info. Le 8h30 France Info, Neila Latrousse, Laurent Sénéchal. Toujours avec François Braun, ministre de la Santé, dans les nouveautés des annonces d'hier, la fin de la tarification à l'acte. En gros, depuis 2004, une partie du financement des établissements de santé était liée au nombre d'actes et de séjours enregistrés avec des effets pervers. En général, les établissements favorisaient les actes les moins chronophages et les plus rémunérateurs. Quel est le système qui doit prendre le relais et à quelle échéance ? L'échéance a été fixée, c'est la loi de financement de la sécurité sociale pour l'année prochaine. Donc ce sera pour 2024. Ce sera pour 2024 où nous allons entrer dans cette modification. On ne va pas, là aussi, tout résoudre en un claquement de doigts, mais en tout cas, l'axe est fort et le cap est donné, avec un financement, si je veux être très schématique, en 3 parties. Un financement aux actions de santé publique, finalement, un financement où on va payer le fait de prendre soin des patients d'un territoire, de répondre à leurs besoins de santé. Un financement, toujours une part de financement à l'acte, puisqu'il y a certains actes qui sont très coûteux, très spécifiques. Et puis, faire entrer dans ce financement ce qui concerne la qualité, l'efficience des soins. Donc on ne revient pas tout à fait au système d'avant. Ce n'est pas une enveloppe qu'on donne à l'hôpital pour un temps donné. Non, sûrement pas. Le système d'avant de cette fameuse enveloppe globale, oui. Budget global, avait des dérives terribles. C'est si vous baissiez d'activité, vous gagnez encore plus d'argent. Enfin, ça ne collait pas. Là, on voit bien le problème de cette tarification à l'activité qui est un petit peu une course à l'échalote à l'acte. Ce que nous souhaitons, c'est remettre la réponse aux besoins de santé des Français au centre du débat de l'organisation et du financement. Mais qu'est-ce que ça veut dire participer à des missions au niveau d'un territoire ? Le chef de l'État évoquait hier des objectifs de santé publique. C'est quel type d'objectif ? Ces objectifs, c'est répondre aux besoins. Vous savez, les besoins de santé ne sont pas les mêmes dans la Moselle-Est ou dans le Sud-Ouest.
dans des anciens territoires miniers où on a plus de pathologies respiratoires que dans le centre de la France où on a d'autres problèmes de santé. C'est par exemple accepter plus de malades chroniques, accepter de prendre en soin si dans une région il y a un peu plus de diabète, il y a un peu plus de cholestérol, répondre à ce besoin de santé publique-là ? Exactement. S'il y a plus de diabète, il nous faudra plus de diabétologues, pour faire simple. S'il y a plus de pathologies respiratoires, il faudra plus d'infectiologues ou de pneumologues. C'est adapter sur chaque territoire la réponse en fonction des besoins. Alors il faut aussi, a dit Emmanuel Macron hier, une meilleure coordination entre l'hôpital et la médecine libérale. Les médecins libéraux qui sont en grève depuis la semaine dernière notamment, ils ont manifesté, ils étaient plusieurs milliers, ils demandent le doublement de la tarification, du tarif de la consultation. Vous dites non au doublement. Hier, il n'en a pas parlé, Emmanuel Macron. Est-ce que ce tarif va évoluer ? Il est de 25 € actuellement. Ce qui est important, 2 points, si vous le permettez. Le premier, et vous l'avez dit, casser les barrières ville-hôpital, c'est ça finalement le grand message, c'est on fait tomber les barrières, que ce soit entre la ville et l'hôpital, entre l'hôpital et les cliniques, entre les professionnels de santé, les médecins, les infirmiers, etc. C'est ça finalement, cette grande refondation du système. Maintenant, c'est comme pour l'hôpital. On répond aux besoins de santé de la population. On est quelque part valorisé pour cela. Donc on ne touche pas au tarif de la consultation, il reste à 25 €, il n'est pas question de l'augmenter. Les discussions sont sur la table dans le cadre des discussions conventionnelles jusqu'à fin février. Ce qu'a dit le président de la République, c'est les médecins qui s'engagent pour mieux répondre aux besoins des Français. Oui, ça c'est autre chose. Ceux qui font des gardes tout à fait envisager, seront payés. Oui, ou on peut envisager une augmentation de la consultation en fonction de l'engagement collectif au niveau d'un territoire pour que les Français trouvent un médecin le jour, la nuit, pour que nos 600 000 compatriotes qui ont des maladies chroniques aient un médecin traitant avant la fin de l'année. Donc ça sera donnant-donnant en quelque sorte. Exactement, c'est le principe donnant-donnant, mais je pense que c'est un petit peu le deal, si je peux me permettre, à passer avec les professionnels de santé. Et c'est ce que me demandent les Français. Ils veulent pouvoir avoir un professionnel de santé la nuit, le week-end. Ils veulent avoir un médecin traitant quand ils n'en ont pas. Est-ce que vous avez déjà un ordre de grandeur, des idées d'une augmentation éventuelle de la consultation, si jamais donc les généralistes acceptaient de multiplier les gardes ou autres ? Comme je vous le disais, les négociations sont en cours avec l'assurance maladie. La lettre de cadrage que j'ai transmise à l'assurance maladie précise cela. Laissons-les aller jusqu'au bout. Vous évoquez les malades chroniques, 600 000 qui n'ont pas de médecin traitant. Il faut en trouver un pour chacun d'ici la fin de l'année. Vous allez le trouver où ? On vient d'évoquer la pénurie de bras, le manque de temps. Vous trouvez où 600 000 soignants, médecins ou soignants d'ailleurs, pour ces malades chroniques ? Alors, ce sont d'abord des médecins traitants, parce que ces malades chroniques ont besoin d'un médecin traitant. Ce sont ensuite une équipe soignante autour du médecin traitant, pour faciliter là aussi la prise en charge, pour que gagner du temps médical. Peut-être que le médecin traitant sur un patient chronique n'a pas besoin de le revoir tous les mois, il peut le voir tous les 3 mois. Et qui le voit Une infirmière, dans le cadre d'une équipe qui est coordonnée autour du médecin, autour du patient. C'est ça aussi l'enjeu. Quand je vous disais de faire tomber ces barrières, c'est faire travailler tout le monde ensemble autour du patient. Et 600 000 malades chroniques sans médecin traitant avant la fin de l'année, est-ce que vous allez leur désigner un professionnel qu'ils seront obligés d'accepter ? Comment ça se passe ? Là aussi, retour de ce qui se passe sur le terrain. Et ce que j'ai pu constater sur le terrain, dans ces fameux groupements de professionnels de santé, eh bien, avec l'assurance maladie, ils s'engagent. L'assurance maladie leur donne la liste des patients de leur territoire qui n'ont pas de médecin traitant, ces patients chroniques. Et cette communauté de professionnels s'engage à en trouver un. Il faut remettre la responsabilité à l'échelle du territoire. Il faut remettre une part de la responsabilité de cela dans la main des médecins, dans la main des professionnels de santé. Donc vous direz aux malades chroniques, voilà, il y a telle équipe de médecins qui est prête à vous prendre en charge, prenez contact avec eux. C'est comme ça que ça va se passer ? Non, ça va se passer un tout petit peu différemment, si je peux me permettre. C'est l'assurance maladie qui va les contacter, qui va leur dire « Vous n'avez pas de médecin, est-ce que vous voulez qu'on trouve un médecin pour vous ? Ce serait bien, etc. » Et on prend contact avec cette communauté des professionnels à l'échelle d'un territoire en leur disant « Voilà, monsieur machin, il lui faut un médecin. » François Braun, je voudrais faire un point avec vous sur la triple épidémie qui touche notre pays. Il y a le Covid, il y a la grippe et la bronchiolite en même temps. Si j'ai bien compris, les épidémies de Covid et de bronchiolite sont toutes les deux en recul. Ça, ce sont des bonnes nouvelles. Oui, ce sont des bonnes nouvelles. Il faut rester encourageantes, disons. Oui. Voilà, il faut quand même rester prudent. Je ne veux pas non plus être exagérément inquiétant, mais nous avons eu les vacances. Voilà, on attend une semaine, 10 jours après les vacances pour être certain qu'il n'y ait pas un rebond lié à ces brassages de population, parce que
Malheureusement, je n'ai pas vu beaucoup de nos compatriotes avec le masque dans les transports en commun. Et je précise que les laboratoires sont en grève actuellement, refusent de remonter les données Covid. Qu'est-ce que vous répondez à ces laboratoires d'ailleurs? Je réponds aux laboratoires que... Vous discutez avec eux? Alors, nous avons discuté avec eux, mais il y a un moment donné, quand on fait une négociation avec le partenaire et sur une position qui ne veut pas bouger, il faut prendre des décisions, il faut siffler la fin du match. Donc voilà, j'ai laissé encore une fenêtre de quelques jours au laboratoire pour que nous trouvions un accord sur l'année 2025, puisqu'on a déjà trouvé un accord sur 2023-2024. Mais il y a un moment donné, tout le monde comprendra qu'on ne peut pas discuter pendant 107 ans. Oui, on vous sent un peu excédé. Je suis excédé parce que prendre en otage la santé des Français est quelque chose que je n'accepterai jamais. Or, refuser de faire remonter ces tests en pleine épidémie, en risque de rebond, c'est prendre en otage la santé des Français. C'est inacceptable pour moi. Malgré tout, on a quand même des chiffres fiables, notamment sur le nombre d'hospitalisations. Et là, vous confirmez, ça baisse, les hospitalisations Covid, que ce soit conventionnelles ou en soins critiques. Oui, la pression de cette pandémie et de cette épidémie Covid et de l'épidémie de bronchiolite est en train de baisser, sur l'hôpital également. La grippe, par contre, est encore là. C'est une grippe qui est sévère, qui touche un peu toutes les tranches d'âge, pour laquelle on peut encore se faire vacciner. Je le dis très clairement, le vaccin est très efficace cette année. Donc voilà, nous surveillons de très près. Mais on peut se faire vacciner en janvier, vous dites, c'est pas trop tard, c'est pas en octobre ou rien. Bien sûr. Et une dernière chose, François Braun, vous avez pris des mesures, le gouvernement, concernant la Chine, puisqu'il y a un regain important. Est-ce qu'on voit le variant, le sous-variant Omicron qui est en ce moment en Chine, circuler en France? Je vous pose aussi la même question pour le sous-variant aux États-Unis, qui est lui aussi différent. Pour l'instant, les sous-variants que nous avons identifiés sont les mêmes que ceux qui circulent en Europe. Donc, mais bien sûr, le contrôle mis en place, c'est justement pour éviter que des gens infectés viennent, ils doivent présenter un test négatif quand on vient de Chine, et 2, pour détecter si jamais il y avait un nouveau variant qui arrivait. 20% des contrôles que nous avons faits pour l'instant sont positifs, mais il n'y a pas de variant nouveau identifié. Et la grève d'ailleurs dans les laboratoires n'a pas de conséquences sur ça, pour vérifier la part de ces variants? Non, pas sur les patients venant de Chine, parce que nous travaillons avec le Centre national de référence sur ces maladies, qui lui... travaille, fort heureusement. François Braun, merci beaucoup, ministre de la Santé, invité ce matin du 8h30 France Info.